Dans un monde de plus en plus connecté, les réseaux sociaux sont un élément incontournable de notre quotidien qui façonne nos interactions, qui influent évidemment parfois sur nos opinions. Et pire, ces réseaux sociaux donnent parfois lieu à des dérives inquiétantes tant ils bouleversent certains équilibres. Il a fallu pour la Côte d'Ivoire réagir avec la décision commune prise par ses utilisateurs avec le soutien de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, la HACA, pour la signature d'une charte. Pourquoi faire? Qu'est-ce qui va réellement changer? Est-elle coercitive? Une charte pour les réseaux sociaux, à quelle fin? C'est le thème du débat ce soir. 4 experts sur ce plateau que je vous présente. Je commence par Madia Bamba. Bonsoir Madia Bamba. Bonsoir Madame. Alors, vous êtes sous-directrice de la communication et responsable du digital à la HACA. Très bien. Oui, c'est bien cela. Merci d'être sur ce plateau. À votre gauche, vous avez Thierry Mensa. Bonsoir Thierry. Bonsoir madame. Vous êtes entrepreneur digital, blogueur, youtubeur et formateur. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Karine Oulaté. Bonsoir. Bonsoir Karine. Le couteau suisse, dit-on. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes consultante en communication digitale et entrepreneur. Professeur Dion, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. C'est vrai qu'il fallait un regard un peu différent pour parler de ce sujet. Je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes philosophe politique. Merci. Merci à tous les 4 d'être là. Pour ce débat qui est interactif, vous aurez tout à l'heure, mesdames, messieurs, la possibilité de scanner le QR code qui va apparaître au bas de votre écran. Il apparaît déjà et vous pourrez donc poser vos questions, participer à cette émission et pourquoi pas faire des propositions. L'axe 1 de ce débat, les réseaux sociaux, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a changé? Siaka Kone nous propose un papier libre et nous revenons sur ce plateau. Toutes les conséquences les plus effrayantes du diabète ne vous toucheront pas. L'utilisation à des fins détournées de la capture de cette présentatrice de la télévision ivoirienne sur un des réseaux sociaux va à l'encontre des principes de la charte. La supervision de l'image avec une voix importée, ce trucage est non seulement une infraction à la loi régissant le fonctionnement de l'audiovisuel, mais aussi une atteinte à la charte des réseaux sociaux. Pratique devenue courante dans l'univers des réseaux sociaux. Les présentateurs de la RTI en font malheureusement les frais ces temps-ci. La charte des réseaux sociaux est un ensemble de 7 principes pour une citoyenneté numérique positive pour des leaders que sont les activistes, les blogueurs et les influenceurs. Il y a, entre autres, l'engagement envers l'intégrité et l'exactitude de l'information, le respect des droits et de la dignité d'autrui, la protection des données à caractère personnel, etc. L'adhésion à cette charte par des acteurs visés est un engagement effectif de ceux-ci. L'adhésion les amène à être des acteurs responsables et éthiques au sein du paysage médiatique. La charte prend en compte hommes et femmes d'État, paysages, groupes et communautés en ligne, maisons de médias, etc. L'adoption de la charte se fait sur le site de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, la HACA. L'adhésion à la charte est une preuve de maturité, de responsabilité et de leadership dans le domaine de la citoyenneté numérique. Une attestation est délivrée aux acteurs dès leur adhésion. La charte ne donne pas lieu à une poursuite judiciaire. C'est une initiative citoyenne soutenue par une autorité nationale. Elle ne protège pas de la justice non plus. Merci Siaka Kone, merci également à Pacom Afrié pour ce montage. Alors, mesdames, messieurs, commentaires après ce papier libre, on parle de responsabilité, de maturité. Je vous donnerai la parole en dernier parce que vous avez accompagné justement cette action. Thierry, alors, quel est le commentaire, Thierry Mensa, quel est le commentaire que vous faites? Moi, je dirais déjà c'est un grand pas face à cette initiative qui a été lancée par la HACA de permettre à tous les Ivoiriens qui sont sur la sphère digitale d'être responsables, d'agir de façon responsable et de savoir ce qui les engage en posant des actes sur ces différents réseaux sociaux. Donc moi, dans l'ensemble, je dirais c'est déjà un grand pas vers la digitalisation. C'est un grand pas. Karine Oulaté. Alors, comme on a dit, effectivement, c'est un grand pas. On s'est plaint pendant des années des dérives sur les réseaux sociaux. Et là, on se dit que le gouvernement nous écoute un peu.
Parce que mettre en place une telle charte, c'est qu'il y a eu des études avant et il y a eu prise en compte des différents débats sur les réseaux sociaux. Donc c'est déjà un très grand pas et on doit reconnaître ça. Professeur Dion, alors commentaire. Mais il est heureux que le gouvernement ait pris ses responsabilités à travers la ACA, mais que les usagers, les utilisateurs, comme on dit, eux aussi s'impliquent. Une technologie, c'est une technologie, c'est-à-dire que c'est une opportunité que cela offre. Comment vous l'utilisez en termes d'usage, en termes de mésusage, tout y est. Vous voyez, quand on était tout petit, on regardait des films, vous vous souvenez de la lampe d'Aladin, le génie de la lampe. Alors, quand vous frottez la lampe, c'est à vous de demander au génie ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de bien, de positif, il vous donne. Si vous voulez quelque chose de négatif, le génie vous donne. Donc la technologie vous donne ce que vous lui demandez. Il est donc important que vous soyez responsable dans l'usage de cette technologie. Et la responsabilité, c'est répondre de vos actes. Répondre de vos actes. Madame Mahadia Bambadou, vous êtes là donc au nom de la ACA. Alors, après avoir entendu et regardé donc, cet élément et entendu les autres intervenants, comment vous percevez cela? Est-ce que c'est exactement ce qui a en réalité poussé donc, la ACA à instituer cette charte? Alors déjà, permettez-moi donc d'exprimer ma gratitude à la RTI qui organise ce débat sur une question cruciale pour les familles ivoiriennes et aussi pour la communication générale en Côte d'Ivoire. Je vais me permettre dans la foulée de faire un petit flashback donc sur déjà qu'est-ce qui a prévalu donc à l'adoption de cette charte. Il faut dire que depuis 2017, l'État de Côte d'Ivoire avait déjà affiché sa volonté donc d'accompagner la production de contenu et d'une information de qualité et diversifiée dans le paysage audiovisuel ivoirien en adoptant la loi de 2017 sur la communication audiovisuelle. Et donc aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, comme le disait le professeur tout à l'heure, les dirigeants se sont interrogés, se sont posés des questions sur ce qu'il fallait faire pour prendre en compte donc, l'évolution de notre environnement actuel afin de pouvoir justement intégrer toutes les dynamiques donc, dans les différentes formes de régulation que nous avons. Donc c'est comme cela qu'en 2022, donc en décembre 2022, l'Assemblée nationale a donc voté une loi qui est venue modifier la loi de 2017 et qui intégrait justement des dispositions sur la régulation des contenus audiovisuels sur les médias sociaux. Et donc, c'est ce qui a prévalu justement, voilà, l'initiative de mettre en place une charte, donc d'accompagner la signature et l'adoption d'une charte des réseaux sociaux par les différents acteurs afin d'accompagner donc le processus de mise en œuvre de cette loi-là. Voilà. Très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a donc cette volonté, mais avant qu'il y ait cette signature, il y a eu une table ronde qui a réuni un certain nombre d'acteurs et influenceurs. Mais avant qu'on arrive à ce rappel, je voudrais vous demander, Karine Oulaté et Thierry Mensa, comment vous définissez tous les deux? Parce que vous êtes, c'est vrai, très portés sur les réseaux sociaux. Quelle est votre définition? Hormis l'information officielle de votre titre, comment vous définissez? Blogueur, influenceur? Pas le thème influenceur en tant que tel, je dirais blogueur, parce que influenceur, je dirais... Vous n'allez pas vous faire des amis, hein? Voilà, c'est plus blogueur et youtubeur. Blogueur et youtubeur. Je préfère ces deux thèmes pour ma personne. Pour vous-même. Karine Oulaté. Alors, de ce que je fais pratiquement, on peut appeler ça être blogueuse, parce que je suis dans un domaine précis et chaque jour, j'essaye d'apporter des informations dans le même domaine du digital. Je ne suis pas une influenceuse, mais plus dans la formation et l'apprentissage. Voilà. Vous n'êtes pas une influenceuse? Non. Vous êtes sûre? Bon. De la définition donnée, je ne suis pas une influenceuse. Mais comme il y a un amalgame dans la définition ici en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone surtout, certaines personnes vont me mettre dans cette catégorie, mais sinon, dans le fond, Vous ne l'êtes pas? Non. Très bien. Alors oui, donc je revenais sur ma question. Il y a une table ronde qui a précédé justement la signature de cette charte. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que il a été difficile de mettre sur la même table les adeptes ou les entrepreneurs du digital ou les blogueurs? Ça a été facile pour vous? Alors déjà, il faut dire que contrairement à d'autres corporations, si je peux le dire ainsi, par exemple la corporation des journalistes, etc., il existe des communautés bien organisées.
Par contre, pour le cas du digital, on n'a pas une communauté, on ne peut pas retrouver une communauté bien organisée des acteurs du digital quelque part. Donc déjà, l'aspect disparate donc, de ces différents acteurs-là rend difficile le processus de les réunir d'abord, non seulement, et de faire en sorte qu'ils puissent s'accorder sur un mode de fonctionnement pour en faire une communauté concrètement. Donc je ne dirais pas que ça a été difficile de réunir ces acteurs-là, mais toujours est-il que nous avons mis les moyens en œuvre afin de pouvoir déjà les inviter tous à la table de discussion et de voir en fait quels étaient leur avis justement sur cette nouvelle loi et sur comment est-ce qu'on pourrait ensemble aborder la question de la charte des réseaux sociaux. Donc la charte des réseaux sociaux a été dans un premier temps, on a peut-être tracé les sillons de la charte des réseaux sociaux, mais elle a été amendée et discutée par les différents acteurs et influenceurs qui ont été invités à cette cérémonie-là. Donc certains ont répondu bien entendu à l'invitation parce qu'ils trouvaient un intérêt particulier, d'autres non, on le respecte, mais on a eu des acteurs qui étaient là et on a discuté avec eux et c'est avec ces amendements-là que nous sommes passés à la phase d'adoption officielle de la charte des réseaux sociaux. Professeur, est-ce que, comment vous, pas comprendre, expliquer, mais quel est votre commentaire sur Madia Bamba indique qu'avant la signature, donc influenceurs ou tous ceux qui gravitent autour de ce monde ont été invités. Certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Est-ce que face à une charte aussi importante pour on va dire, régenter ou régler, on va dire, ce secteur, est-ce qu'on peut dire non à une telle signature? En principe, quand on n'a rien à se reprocher, on vient. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas de problème. Ils se sentent responsables. Ils sont prêts à assumer. Et ils veulent que leur tâche, leur travail ait un sens. Et ils veulent contribuer à cette vaste problématique de l'éducation, du civisme et de la citoyenneté. Voilà des gens qui, à partir de l'influence sociale qu'ils ont, ça, ils ne peuvent pas nier ça. Ils ont de l'influence sociale. C'est sur cette base qu'on dit qu'ils sont des influenceurs. Seulement, il y a certains comportements qui font aujourd'hui qu'on stigmatise le concept d'influenceur. Eux, ils disent, ils veulent redonner toute sa place et toute sa dignité à ce concept-là pour que, quand on dit influenceur, ça signifie quelque chose et ça nous conduise vers quelque chose de plus noble, de plus positif pour la société. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ont accepté. Celui qui ne vient pas, pourquoi ne vient-il pas? Qu'est-ce qu'il se reproche? Qu'a-t-il l'intention de faire en cherchant à se soustraire à cette charte qui n'est pas autre chose qu'un règlement interne à une corporation ou à une organisation? C'est là qu'il faut se poser la question. Celui qui est suspect, ce n'est pas celui qui vient signer une charte qui dit que nous allons contrôler, moraliser, éthiciser notre activité. Mais c'est celui qui dit « je ne me sens pas concerné ». C'est comme celui qui porte le masque, on en parlera. Celui qui est dans l'anonymat, c'est celui qui est suspect. Est-ce que ce n'est pas une liberté? Je vous pose la question. C'est vrai que vous êtes de la AK, mais est-ce que ce n'est pas une liberté en réalité de venir ou ne pas venir? Est-ce que celui qui ne vient pas ça veut dire qu'il n'est pas responsable, Karine? Moi, je pense que oui, en fait. Parce que cette charte, elle a été mise en place justement, comme on a dit dans l'introduction, pour réglementer toutes ces dérives qu'on a remarquées depuis des années. Donc, c'est qu'il y a un problème de base. Sinon, on n'allait pas se mettre ensemble pour créer cette charte. Donc, on se réunit pour régler ces problèmes et vous ne venez pas. Donc, moi, je me dis, on peut être empêché par un imprévu, mais après, comme la AK l'a dit, on peut aller sur le site et signer électroniquement, recevoir son certificat juste après. Donc, on peut ne pas venir à l'émission, mais après, on le signe quand même pour dire que j'adhère. Mais je ne pense pas que Madame Bamba me confirmera, mais je ne pense pas qu'après cette cérémonie, les autres influenceurs sont venus signer en ligne, quoi. On vous prend au mot. Enfin, d'abord, vous tous les deux, vous avez signé sur place, oui. Thierry, Karine? Oui. Madame Bamba, est-ce que, après la signature au mois d'octobre, est-ce que certains influenceurs, blogueurs ont signé en ligne? Alors oui, il y a eu des sollicitations en ligne. Peut-être que nous nous attendions par exemple à recevoir des sollicitations d'influenceurs, permettez-moi l'expression, d'influenceurs très célèbres, très connus, parce qu'on estime que ce sont les personnes qui sont les plus exposées, qu'elles ont plus de communauté à sensibiliser sur certaines questions. Donc logiquement, l'opinion ou le public s'attend à voir ces genres de personnes-là aller signer la charte. Peut-être qu'à ce niveau-là, il y a un bémol, mais moi, je tiens quand même à afficher un certain optimisme parce que je pense que
que même avec la question des médias sociaux, les gens, même ceux qu'on pense être des influenceurs, ne sont pas forcément des connaisseurs de la chose, ne sont pas forcément informés sur le sujet. Et donc, lorsqu'on parle de charte des réseaux sociaux, ils se demandent encore, est-ce que la charte des réseaux sociaux, en la signant, est-ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'implication juridique, etc. Et c'est là où, justement, nous, à ACA, en tant qu'autorité de régulation, nous prenons l'initiative de sensibiliser, de communiquer et d'expliquer concrètement qu'est-ce que cela veut dire une charte des réseaux sociaux, quelles en sont les implications et pourquoi est-ce que cela peut être intéressant pour ces influenceurs-là, justement, de signer la charte. Parce que, bien entendu, en signant la charte, non seulement vous faites preuve de responsabilité, de citoyenneté numérique, mais en même temps, vous donnez aussi un gage de crédibilité auprès des personnes qui vous lisent et qui lisent vos contenus. Parce que vous leur dites, je suis influenceur, mais je reconnais que lorsque j'ai l'influence, par exemple, et que lorsque je prends la parole et qu'il y a l'équivalent d'une ville qui m'écoute, donc souvent 15 000, 20 000 abonnés qui m'écoutent, j'ai la responsabilité de diffuser des contenus éthiques, des contenus responsables. Donc en leur disant, je signe cette charte-là, je suis en train de leur dire en même temps que quelque part, je connais mes droits, mais je connais aussi mes devoirs vis-à-vis de ces personnes-là. Très bien. Je voudrais poser une question à tous les deux, donc Thierry et Karine, mais avant cela, juste un chiffre. Oui. Aujourd'hui, combien sont les influenceurs ou blogueurs ou youtubeurs à avoir signé? Alors déjà, pour la signature physique, donc lors de la cérémonie officielle, nous étions à 35 influenceurs, blogueurs et activistes qui ont signé la charte de manière volontaire. Et ensuite, on a eu des sollicitations. Nous sommes à peu près aujourd'hui à 50 signatures en tout. 50 signatures, je ne pense pas. Je voudrais vous poser la question, professeur, avant de. Est-ce que 50, un chiffre 50, au regard de ce qu'on voit sur la toile, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Est-ce qu'on demeure optimiste? Ah, je n'ai pas l'appareil de mesure, parce que tout le monde est devenu influenceur, tout le monde parle, tout le monde dit n'importe quoi, mais 50, ça me paraît quand même, c'est peu. C'est peu. On peut faire davantage. On peut faire davantage. C'est pour ça que, comme elle l'a dit, il faut sensibiliser, expliquer et montrer les enjeux. Exactement. On en parlera dans la troisième partie. Alors, Thierry et Karine, il y a une question qui vient de Mo de Côte d'Ivoire. Ça va peut-être pas vous plaire, mais vous allez y répondre. Que faut-il entendre par influenceur, selon vous, Thierry? Je dirais l'influenceur déjà, comme le mot français le dit même, c'est quelqu'un qui porte une influence. Et l'influence a tendance à être plus ou moins positive. Plus ou moins positive. Positive. C'est-à-dire positive dans le sens où elle peut apporter un changement. Elle peut apporter également un développement sur une personne ou sur un groupe de personnes ou sur une entité. Mais bon, il s'avère qu'en Côte d'Ivoire, je ne dirais pas qu'il y a de mauvais influenceurs. Non, ce n'est pas le thème mauvais qui compte, mais ils ne sont pas vraiment impliqués. Ils ne connaissent pas en fait l'importance de la cote qu'ils ont pour pouvoir faire certaines choses. Donc, ils se basent simplement sur les chiffres qu'ils ont comme abonnés, sans toutefois connaître l'impact de ce qu'ils font, sur l'impact de ce qu'ils font en réalité sur les réseaux, sur la communauté qui les suit. En tant que vrai influenceur, en fait, il y a certaines choses que tu ne dois jamais faire. Par exemple? Je vous prends au mot. Non, mais écoutez, on est là pour sensibiliser, on est là pour informer. On porte un message, c'est vrai, de la ACA. Et vous êtes des personnes connues, Karine Oulaté et Thierry Mensa. Moi, je ne parle pas des professeurs, non, parce que ce n'est pas un blogueur, mais c'est une personnalité. Donc, on parle à la Côte d'Ivoire. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Je dirais, par exemple, les propos injurieux, les discours haineux. Aujourd'hui, tu trouves en Côte d'Ivoire une personne qui a des 2 millions, 3 millions d'abonnés en train d'encourager pour certaines actions. Et cette même personne, la semaine qui suit, en train d'insulter. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et pour moi, ça, c'est pas l'influence. C'est pas l'influence. C'est pas l'influence. Karine Oulaté. Alors, donc, pour faire plus simple, la définition de l'influenceur, c'est quelqu'un qui, par son comportement ou c'est dire, influence la communauté. Il n'a même pas besoin de parler. Par exemple, il porte une certaine marque. Toute la communauté, ou 75%, doit directement vouloir la même marque. Il y a certains influenceurs qui vont peut-être se filmer en train de manger en disant « Ah, je l'ai acheté dans tel restaurant ». Vous allez voir que le chiffre d'affaires de ce restaurant-là va changer parce que tout le monde va vouloir aller à cause de cet influenceur. Et en Côte d'Ivoire, je ne trouve pas de personnes qui arrivent à influencer rien que par leur comportement ou leur dire. Pourquoi je dis ça? Comment ça? Je prends un exemple tout simple. Oui. Il y a eu quelques mois, on s'est plaint de la cherté des passes Internet. Sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est plaint et tout.
On n'a pas vu un influenceur qui a dit quelque chose qui a pu courber la lutte, rien du tout. Ils ont dû faire quelques publications, mais ça n'a pas influencé sur la réaction ou le comportement des gens. Il y a eu un autre influenceur qui a eu à prendre parti pour un autre pays dans le football. Tout le monde sur les réseaux sociaux ont dit, bon, écoutez, il faut se désabonner. On n'a pas vu d'influence, ça n'a pas agi, en fait. Donc, pour moi, je me dis, il n'y a pas vraiment de personnes qui arrivent à influencer. Malheureusement, on en a plusieurs qui arrivent à le faire dans le mal, avec des discours haineux, des injures. Aujourd'hui, comme il a dit, M. Mensah, il y a des personnes qui ont 2-3 millions d'abonnés, mais quand tu pars sur leur page, en fait, ils ne passent leur temps qu'à insulter. Et on se dit qu'ils sont connus que pour des insulteurs. Et même quand tu viens te plaindre, les autres communautés viennent dire, bah, lui, il est comme ça, c'est comme ça qu'il s'amuse, ou c'est comme ça qu'il dit la vérité. Bon, si c'est ça, c'est négatif, en fait. C'est négatif. Mais à ce moment-là, que dit la AK, justement? Alors, les injures via les réseaux sociaux, c'est votre domaine. Oui, nous n'allons pas nous engouffrer dans le débat. Est-ce qu'il y a des influenceurs? Non. Ma question, c'est le contenu qui est partagé sur les réseaux sociaux que vous gérez. Oui, si vous permettez, c'est ça, j'en arrive. la question. Alors, donc, je disais déjà que nous, on ne va pas s'engouffrer dans la question de savoir est-ce qu'il y a des influenceurs ou pas, mais la loi, donc la nouvelle loi, donne une définition claire de ce que c'est qu'un influenceur en Côte d'Ivoire. Parfait. Et donc, c'est au sens de cette loi-là qu'on jugera qu'une personne est un influenceur ou n'est pas un influenceur. On dit que l'influenceur, c'est quelqu'un qui est capable de modifier le mode de consommation des personnes ou de sa communauté, des personnes qui le suivent. Ça, c'est déjà clair. C'est clair. Concernant les discours haineux et les contenus... Des dérives, oui. Oui, les dérives sur Internet, justement. La AK, aujourd'hui, prend toute la mesure de ce que c'est, en fait, avec les médias sociaux, de la prolifération de désinformation, de fake news, de discours haineux, etc. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous prenons l'initiative d'accompagner la signature et la divulgation de cette charte-là, justement, pour appeler tous les acteurs des médias sociaux à faire attention aux contenus qui sont diffusés, non seulement, mais à se professionnaliser aussi. Tout à l'heure, Mme Oulaté nous disait qu'elle partage sa passion sur les médias sociaux, oui, et qu'elle ne se considère pas forcément comme influenceuse, mais pourtant je sais que les informations qu'elle partage par exemple sur les réseaux sociaux sont d'une très grande utilité pour un certain nombre de personnes sur les médias sociaux. Après, il faut savoir que la AK n'est pas dans une logique de brimer la liberté d'expression de qui que ce soit. Ce que nous disons, ce n'est pas, vous n'avez pas le droit de communiquer, vous n'avez pas le droit d'utiliser les médias sociaux. Non, oui. Ce que nous disons, c'est qu'en utilisant les médias sociaux, et comme nous sommes soumis à des transformations technologiques, etc., il y a des dérives qui peuvent arriver. La question pour nous est de savoir comment nous réinventons justement la dynamique de régulation de ces médias sociaux-là. On ne veut pas réguler les plateformes, on veut réguler les contenus qui sont diffusés sur ces plateformes-là. Et la régulation des contenus qui sont diffusés sur ces plateformes-là, justement, nous appelle à avoir des considérations. Vous savez, on a souvent l'impression que le digital et ce qui se passe dans le digital est coupé de la réalité. Alors que la logique devait être que ce qui n'est pas admissible dans la réalité ne devrait pas l'être aussi en ligne. Très bien. Et c'est vraiment cette éducation-là que nous essayons de faire avec la AK. Professeur, alors je reviens à un élément que nous avons regardé tout à l'heure au début. On a eu des collègues qui on leur a prêté en fait des mots et c'était quand même assez délicat puisqu'on parle de santé, on parlait de diabète et ce n'est pas ce qu'elles ont dit. Donc est-ce que cela ne vous effraie pas? C'est peut-être l'intelligence artificielle. Est-ce que ça ne vous effraie pas qu'on réussisse à détourner aujourd'hui certains propos et à les publier quand même sur les réseaux sociaux? Donc, c'est un contenu publié sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un qui les suit, ils vont se dire, Fatim Diédié, Mariam Touré, voilà ce qu'elles ont dit, on fait la même chose. C'est de la manipulation. Mais c'est pas effrayant, ça ne vous effraie pas? C'est quoi votre commentaire? C'est d'autant plus effrayant que tout le monde se mobilise pour que ça s'arrête. Parce que c'est nos sociétés qui sont menacées. C'est l'éducation des jeunes qui est menacée. Ce sont les États qui sont menacés. Vous voyez, on est dans un... Alors, il faut comprendre ça. La responsabilité est un peu partagée. Prenez les populations elles-mêmes. Oui. Les hommes que nous sommes, par quoi sommes-nous intéressés? Par ce qui a un impact. Oui. Mais ce qui a un impact, c'est quoi? Les hommes ne sont pas intéressés par le troupeau qui s'en va. Les hommes sont intéressés par la brebis qui sort du troupeau, c'est-à-dire c'est la brebis égarée qui attire l'attention. Donc, quand les gens cherchent de l'influence, ils entrent dans l'influence par ce qu'on appelle, nous, en philosophie, le syndrome de Diogène, l'anticonformisme, le rebelle, celui qui insulte, qui choque. Donc, une fois qu'il choque, il insulte,
tout le monde est sur sa page. Parce qu'on dit, c'est le rebelle, il est contre l'État, il est contre le pouvoir. On l'adopte tout de suite. Je crois que c'est un comédien que j'aime bien, sénégalais, je crois, qui dit qu'avant, pour être célèbre, il fallait être connu. Et maintenant? Aujourd'hui, pour être célèbre, il faut être con ou bien il faut être nu. Professeur. Il nous dit la chose. C'est-à-dire que celui qui vous donne ce qui relève de l'instinct, c'est lui que vous suivez. Mais quand quelqu'un comme Oulaté va venir vous parler de comment se conduire à la maison, comment respecter les parents, les gens se disent, mais c'est trop conformiste, c'est ce que tout le monde dit, c'est ce qui est conventionnel. On cherche ceux qui vont marquer, ceux qui vont avoir de l'impact. Le scoopisme, il faut le scoop. Quand on a un scoop, on partage, parfois sans vérifier. Ça, c'est vrai que c'est un débat. Une fois qu'on est dans cette logique de manipulation, de fake news, le terme de fake news, là, en anglais... Fausse nouvelle. C'est-à-dire c'est une information qui est fabriquée. Sinon, on aurait dit false news, une information qui n'est pas vraie. Mais c'est fake parce que c'est fabriqué. C'est fabriqué justement dans l'intention de tromper, de tronquer. Voilà toute la question. Alors, nous avons donc Sylvane qui pose cette question. Elle vous adressez, Madiabamba. Comment se positionne cette charte par rapport à la liberté d'expression en ligne? Mais je poserai également la question à tous les trois, donc tous les quatre, vous d'abord la AK, pour avoir votre sentiment. Alors, comment se positionne cette charte par rapport à la liberté d'expression en ligne? Alors, vu par la AK. Oui, il faut dire que, comme je l'ai précisé à l'entame de mon propos, que la charte intervient après la modification de la loi de 2017 sur la communication audiovisuelle. Et dans cette loi-là, il est clair que le rôle de la AK en tant que régulateur des médias audiovisuels est de protéger justement la liberté d'expression, d'accompagner la diversité de l'information et de travailler aussi à la dynamisation de l'environnement audiovisuel en Côte d'Ivoire. Donc la AK n'a aucune volonté de brimer ou de brider la liberté d'expression de qui que ce soit. Ce que nous disons, c'est que la liberté d'expression a des limites dans certains cas. Par exemple, dans le cas de l'atteinte à la sécurité de l'État, par exemple, il y a la liberté d'expression, d'accord, mais il y a des limites. C'est ce que nous disons. Donc la charte des réseaux sociaux, en vérité, vient apporter plus de liberté aux citoyens, puisqu'elle vient comme un guide pour indiquer les comportements éthiques à avoir sur les médias sociaux. Alors, comme un guide, encore faut-il suivre. Karine, Thierry, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la liberté d'expression pourrait être bridée par cette charte? Je dirais non. Tout est une histoire de civisme pour moi. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas en réalité. Ouais. C'est pas en ligne tu vas faire. C'est clair. Ça, c'est votre logique, Thierry Mensah. Oui, c'est pourquoi je dis c'est une histoire de civisme. D'accord. Donc, on parle aujourd'hui des réseaux sociaux. Demain, on ne sait pas c'est quel type de réseau qui va apparaître. Donc, s'il n'y a pas cet état d'esprit déjà de bien se comporter, ces mêmes personnes qui font ces actions en ligne, si on fouille bien, elles ne le font même pas en réalité. Karine, qu'est-ce que vous en pensez? Elles ne le font pas en réalité. Alors, donc, moi, je pense que je suis comme les autres. Ça ne viendra pas brimer. Oui. Parce que quand on part sur les différents réseaux sociaux, il y a des règles pour créer le compte sur les différents réseaux. Et quand on lit les règles, la plupart des points de la charte, de la AK, sont les mêmes points que les différents réseaux sociaux. Donc celui-même qui a créé sa plateforme, il vous dit de respecter ça. Donc c'est pas parce que la AK a écrit les mêmes trucs que vous allez me dire que non, ça va... C'est pareil en fait. Eux déjà, ils ont déjà dit de respecter, donc nous on fait que le faire officiellement. Voilà, donc c'est un accompagnement comme Mme Mamba le disait. Professeur, vous, un philosophe politicien, vous êtes dans une sphère. La liberté, c'est pas de faire tout ce qu'on veut. Oui. Il n'y a pas de liberté qui ne soit pas encadrée dans le cadre d'une société. C'est aussi simple que ça. Donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est cela. C'est tout. L'État n'est pas en reste donc en ce qui concerne cette sensibilisation, et nous avons sur ce plateau donc Thierry Mensah. Vous avez été formateur avec évidemment c'était le ministère de la Communication qui avait le numérique à l'époque, qui a lancé une campagne en ligne Tous Responsables. Comment des choses se sont-elles passées sur le terrain? Déjà, je tiens à dire merci au ministère de la Communication qui a mené cette sensibilisation, qui a eu un très bon impact à l'intérieur. On a sillonné pratiquement plusieurs villes, Korogo, Yamoussoukro, Bouaké, Man et autres. Et on s'est rendu compte, en fait, durant le déroulé de la formation, qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas l'information du simple fait qu'elles partagent une information qui est fausse. Elles ne connaissent pas même l'impact
de ce que cette information qu'elles ont relayée. C'est-à-dire le geste, elles partagent. Voilà. Elles reçoivent un message sur WhatsApp, elles ne vérifient pas, elles relaient. Or, le simple relais que vous faites, si l'information est vraie ou fausse, mais ça impacte aussi toute votre communauté. Et lui aussi qui reçoit, il fait le même geste que vous. Donc, à travers la campagne que nous avons eu à mener en ligne tous responsables, nous avons pu dire aux gens de façon concrète que sur les réseaux sociaux, nous sommes tous acteurs. Il n'y a aucun réseau social qui a été créé avec du contenu. Non, c'est nous-mêmes qui mettons le contenu. Aucun réseau social. Ils ont juste créé le système et c'est nous qui mettons le contenu. C'est nous qui le détruisons, c'est nous qui l'arrangeons. Donc, c'est le principe en fait de chaque réseau. Personne ne vient, même ceux qui ont créé la communauté, ils ne mettent pas du contenu pour que les autres viennent regarder. Non, c'est nous-mêmes qui mettons du contenu. Donc, ce contenu que nous mettons, nous avons la possibilité de le signaler. Et ça, c'est un acte en fait que chacun de nous doit avoir cette habitude. Je prends un exemple. Vous voyez une information qui est fausse. Vous, en tant qu'acteur, si vous ne signalez pas cette information, Oui. vous contribuez au développement, à la propagation de cette information. Et sur tous les réseaux, il y a cette possibilité de dire, de signaler sur tous les réseaux sociaux. Donc, si, en tant qu'acteur, vous qui voyez l'information qui est fausse, vous ne signalez pas, vous contribuez à la propagation. Donc, la campagne en fait, que nous avons menée avait pour objectif de donner en fait l'information et la formation en fait sur ces différents éléments-là, Oui. et également de faire comprendre à la population, à toute la population en fait, qui nous a suivis, que lorsque vous partagez de fausses informations ou vous menez de mauvais actes, il y a une loi en vigueur et on dit merci également à la PLCC qui nous a accompagnés le long de tout ce parcours-là pour faire comprendre. Parce que les gens n'avaient même pas cette information. Non, à l'intérieur, c'est à Abidjan, bon, ça va, parce que la PLCC ici, ils font des campagnes. Il y a la ACA, il y a et tout. Mais à Voilà. l'intérieur, il n'y a pas tous ces ministères, il n'y a pas toutes ces institutions. Ils ont des représentations un peu dans quelques villes, mais pas partout. On était obligé d'expliquer aux gens. Il ne sait même pas qu'en faisant tel acte, il part en prison. Non, pour lui, ce n'est pas possible. Ouais. Ça n'existe pas en fait. Donc à travers cette campagne, vraiment, on a pu toucher les populations de l'intérieur et elles aussi, elles ont partagé l'information. Ça, c'est un plaidoyer pour que, justement qu'il y ait davantage de Vraiment, démembrement à l'intérieur du C'est une pays. grosse sensibilisation qui a eu de l'impact. Qui a eu de Et on l'impact. continue toujours de sensibiliser. Karine, à votre niveau, vous êtes, c'est vrai, hein, vous êtes, tout à l'heure, je vous ai présenté comme un couteau suisse, parce que, bon, vous décantez de nombreuses situations, mais ceci dit, est-ce que vous faites aussi une forme de sensibilisation, vous faites beaucoup de posts sur les bonnes pratiques, mais quels sont les retours que vous avez au-delà des comptes que vous débloquez, mais comment ça se passe? Est-ce que vous faites des formations en présentiel, la sensibilisation sur les méfaits de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux? Comment les gens ils reçoivent cela? Alors effectivement, en plus des publications que je fais sur les différents réseaux, j'organise des formations. Pour le moment, je me suis focus sur les entreprises parce que je me dis que c'était elles au début qui devaient avoir un comportement responsable. Et là, maintenant, on a ouvert à toute la population. Je me suis rendu compte, comme M. Mensa l'a dit, le premier problème, ce n'est pas les gens d'Abidjan, mais plus à l'intérieur du pays. Parce que c'est eux qui n'ont pas de véritable formation, qui ont du mal à savoir qu'est-ce qui est fake ou pas, et qui suivent généralement la masse. Donc, c'est assez dangereux, moi, je trouve, Oui. surtout qu'il y a bientôt des élections, avec l'intelligence artificielle qu'on a vue et des fausses vidéos. Donc, je trouve que c'est assez dangereux pour l'intérieur du pays. Il faudra, ça c'est un de mes projets, mettre un peu plus l'accent sur la sensibilisation, mais dans vraiment le fin fond du pays. Tout le monde aujourd'hui a les réseaux sociaux. Hein. J'ai été surprise de faire une tournée dans le Nord et dans un tout petit village, on s'était arrêté pour acheter, mais même le papa qui est sorti de la case, il avait Facebook, quoi. Donc tout le monde est dessus en fait. Exactement. Professeur, alors, question, vous avez Facebook, vous êtes adepte des réseaux sociaux, Adepte le strict minimum. c'est-à-dire? Par contre, ma mère, elle a 88 ans. Mais elle est sur Facebook et elle est sur tout ça. Je n'arrive pas à comprendre, mais voilà. On est des êtres numériques. Votre maman, elle vous envoie des messages WhatsApp? Je ne cherche même pas à répondre à ça parce que je n'arrive pas à comprendre encore qu'elle puisse faire ça. Mais c'est Que ce soit merveilleux. de son temps. Mais parce que nous sommes, on dit des homo numericus. On est des êtres numériques désormais. Mais je vais rebondir sur ce qu'il a dit. C'est tellement important l'éducation au numérique. Exactement. Parce que ça va contribuer à une sorte d'hygiène de vie numérique. C'est ça qu'on n'a pas. Exactement. Comment créer cette hygiène de vie numérique? Vous savez, quand vous allez en mer,
Moi, quand j'ouvre Internet, c'est comme si j'allais en mer. Voyez, on dit on navigue. Oui. On navigue, on va en haute mer, mais on ne va pas en mer sans boussole. Sinon, vous vous perdez. Et quand vous vous perdez, vous ne revenez plus, vous ne vous retrouvez plus, et puis vos parents, vos proches ne vous retrouvent plus, vous devenez un monstre, vous êtes perdu. Puisque là-bas, vous allez croiser des pirates. C'est en mer qu'on croise des pirates, des gens sans visage, qui vont vous pervertir. Il faut avoir une boussole. C'est cette boussole qu'il faut donner à nos enfants, à nos jeunes, à nos populations pour dire, quand vous allez naviguer, sachez ce que vous allez faire, sachez où vous allez et sachez le chemin du retour. Le chemin du retour. Le chemin du retour. Madia Bamba, alors j'ai une question, c'est vrai que je voulais vous écouter aussi là-dessus, mais j'ai une question qui vous est destinée. Je vais vous la poser quand même parce que peut-être que vous y avez répondu, mais nos téléspectateurs nous suivent. Et Dominique, Sa Majesté de Côte d'Ivoire vous pose cette question. Et si les influenceurs, au-delà après la charte, continuent d'insulter jour et nuit, quelles mesures la ACA prendra? Alors, en dépit de la charte? Oui, en fait, il faut bien situer les choses. Avant que la nouvelle loi, donc la loi de 2022, n'intervienne, celle qui vient modifier celle de 2017, il y avait déjà une loi sur la cybercriminalité qui existe. Donc nous, au niveau de la ACA, notre champ d'intervention, ce sont les contenus audiovisuels. Mais pour qu'on comprenne, excusez-moi, pour qu'on comprenne bien ceux qui nous regardent, quand vous parlez de contenu audiovisuel, donc il y a la plateforme qui est le relais, mais c'est le contenu, ce qui est dit dans la publication ou la vidéo. Exactement. Comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas la prétention de pouvoir réguler les plateformes, donc les médias sociaux, la plateforme elle-même. Oui. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir réguler cette plateforme-là. Ce que nous voulons réguler, c'est les contenus qui sont diffusés sur la plateforme. Donc, pour répondre à monsieur... vous avez dit... Dominique Sa Majesté. Oui, à monsieur Dominique Sa Majesté. Déjà, il faut savoir que le procureur peut s'auto-saisir sur plusieurs questions. Donc, si quelqu'un produit un contenu sur les médias sociaux et que ce contenu-là enfreint l'une des dispositions de la loi, par exemple sur la cybercriminalité ou une loi pénale, bien entendu, le procureur peut s'auto-saisir de l'affaire et voilà, intenter une action contre cette personne-là. Nous, au niveau de la ACA, nous régulons les contenus médias audiovisuels, désolé. Et nous, on va s'intéresser donc à ce qui est publié dans l'espace numérique. Dans l'espace numérique. Si le contenu qui est publié dans l'espace numérique ne respecte pas les dispositions prévues par la loi sur la communication audiovisuelle, qu'est-ce que vous faites? Justement, nous allons intenter une action dépendant, bien entendu, de ce qu'il y a comme infraction qui a été commise. Peut-être pour préciser quelque chose, c'est vrai qu'on nous dit, mais comment vous allez le faire? Comment la ACA va le faire? Puisque ces contenus-là, souvent, sont produits par des personnes qui ne sont pas forcément sur le territoire, ou parce que ces contenus sont produits sur une plateforme sur laquelle la ACA n'a pas la main. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la ACA a entamé donc un processus de dialogue avec les différentes plateformes. Nous avons rencontré Meta à Dubaï, nous avons rencontré Google au Kenya, et donc on a eu l'occasion de discuter avec eux et de voir dans quelle mesure on peut avoir en fait une action concertée. Justement pour pouvoir réguler ces contenus-là. Et l'autre point qu'il faut rajouter concernant ces différents médias-là, Monsieur Dion parlait tout à l'heure de l'éducation aux médias. Oui, ce sont des questions sur lesquelles aujourd'hui la ACA veut se positionner. On veut faire de l'éducation aux médias, mais on veut aussi rappeler aux gens que les plateformes qui sont créées ont des standards, des règles qu'ils appellent des standards de communauté. Généralement, en nous inscrivant sur ces plateformes-là, nous ne lisons pas les standards de la communauté. En principe, quand on lit les standards de la communauté, on sait déjà quels sont les actes qu'il ne faut pas commettre sur cette plateforme-là. Est-ce que vous pensez réellement, moi je ne sais pas, vous pensez réellement que ceux qui commettent ces actes ou ces dérives ne lisent pas les communautés, ne lisent pas les standards de communauté? Je pense que la majorité crée juste un compte, mais ne lisent pas vraiment les standards de la communauté. Parce que, comme l'a dit Mme Moulaté tout à l'heure, quand vous lisez la charte des réseaux sociaux de Côte d'Ivoire et que vous lisez les standards de la communauté, vous verrez que les dispositions s'entrecoupent et sont pratiquement les mêmes, même s'il y a quelques différences par rapport au contexte dans lequel nous évoluons ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est pratiquement les mêmes dispositions qui sont énumérées dans ces standards-là. Parce que aussi, ces plateformes-là, il faut le dire, ont aussi leur processus de régulation. Je pense qu'il y a des moniteurs qui sont là-bas et qui reçoivent les plaintes et qui suppriment les contenus qui ne répondent pas
à leurs standards de communauté. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, professeur Karine Oulaté, Thierry Mensa et Madia Bamba, qu'il y a des avantages ou des inconvénients, on parle des avantages, des inconvénients, il pourrait y avoir des inconvénients à la régulation des réseaux sociaux. Karine. Je ne pense pas qu'il y ait des inconvénients, mais plutôt des limites. Et elle en a déjà peu parlé, Madame Bamba. C'est pouvoir justement rentrer en contact avec les propriétaires de la plateforme. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui décident de la sanction à appliquer à telle dérive ou pas. Donc, quand je parle de limite, je me dis que si la plateforme n'est pas coopérative, la personne peut continuer, et c'est ce qu'on voit actuellement. Les différentes plateformes, comme on a dit, ont créé des standards à suivre, Oui. mais ils connaissent les êtres humains qui sont des grands bébés. Donc autant il y a les standards à suivre et autant il y a les sanctions à côté. Si vous ne faites pas, voici ce que vous encourez. Et c'est là où je dis qu'il y a une limite, nous, à notre niveau, parce que donner du gâteau à quelqu'un en disant « sois gentil », c'est une éducation. Quand on est petit, nos parents nous le disent. Sois gentil, n'insulte pas les autres, respecte le produit de temps, voilà. Si tu ne le fais pas, maman te tape la main. Mais nous, c'est cette partie-là qu'on n'a pas mis en place, donc je parle de limite plutôt. C'est limite. Alors Thierry Mensa, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'effectivement, on parle de cette charte. Mais pourquoi une charte pour les réseaux? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Quand on regarde cet écosystème, est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il y a une charte qui n'est pas coercitive, elle n'est pas contraignante? Je le précise, c'est cela? Pour l'instant, elle n'est pas contraignante. Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient, mais je dirais, pareil comme Karine, il y a des limites. Parce que des limites dans le sens où la charte n'est pas encore validée par toutes ces plateformes. Toutes ces plateformes, aujourd'hui, on prend le cas d'un réseau, un exemple comme TikTok, où si tu ne respectes pas les conditions que TikTok a rédigées, Oui. il supprime le compte, il ne demande même pas la AK. On est tous d'accord. Oui, oui. Mais aujourd'hui, si un utilisateur ne respecte pas la AK, la charte qui a été signée par la AK et tous les acteurs de la sphère digitale en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Pour le moment, il n'y a pas de sanction. Donc, si, c'est pourquoi Karine a parlé de limites, moi également, je renforce pour dire que si la coopération devient encore plus grande avec toutes ces grandes plateformes, ça sera plus facile. Parce que pour nous qui utilisons ça de façon professionnelle, on en souffre. Parce qu'il y a certaines règles qui sont effectuées, pas dans le sens négatif, mais on reçoit tous les mêmes sanctions. C'est-à-dire on ne trie pas entre l'entrepreneur et celui qui l'utilise. Nous qui utilisons de façon professionnelle, Oui. on souffre de ça aussi. Donc si, ici en Côte d'Ivoire, Ça, c'est un il y a plaidoyer. déjà une charte en fait qui Oui. non seulement prend en compte côté tout ce qui est formel, éducation, mais également prend des sanctions. Ils sont présents ici avec nous. Ils pourront mieux comprendre et pourront mieux intervenir en cas de fausse information. Parce qu'on souffre, Karine même, c'est de quoi je parle. Donc, Mais non, c'est pas dit nous. Il faut nous expliquer. Je veux dire, on est là, on est sur un plateau, c'est un plaidoyer. De quoi vous souffrez? Quand je dis souffrir, par exemple, je prends le cas Qu'est-ce qui de vous arrive, certaines oui. plateformes, la monétisation ne passe pas. Oui. Pourquoi ça ne passe pas? Bon, la AK c'est. Parce Oui. qu'il y a d'autres personnes qui utilisent ça mal. Bon, nous qui utilisons de façon professionnelle, on n'a pas accès à la monétisation. Donc vous êtes pénalisé. Bien Totalement. sûr, c'est un gros frein. Ça, c'est un gros frein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autorité ici qui est en contact avec la plateforme directement. Il y a un gros problème. Je crois que avant que Ça, c'est un des- exemple parmi 1000. donc il y a beaucoup de sujets, mais je pense que les choses vont aller de façon progressive. Oui, déjà, je vais quand même préciser 2-3 choses. Déjà, il faut savoir que la loi a été votée en 2022, donc en décembre 2022. Oui. On attend encore le décret d'application de la loi pour savoir concrètement comment est-ce que cette loi-là va être mise en œuvre et comment est-ce que, bien entendu, des sanctions vont suivre. C'est vrai que la charte elle-même n'est pas coercitive, mais il faut savoir que la charte, justement, vient nous aider à ne pas tomber sous le coup de la loi qui, elle, peut avoir des retombées coercitives, en fait, peut avoir des implications pénales. Donc la charte n'est pas coercitive,
mais la loi est là pour rattraper lorsque vous avez enfreint une disposition de la loi. Et pour revenir sur la question de la monétisation et tout le reste, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des questions sur lesquelles nos États sont en train de se pencher. Je ne pense pas que ce soit parce qu'il y a des comportements déviants que la monétisation n'est pas encore effective chez nous. Je pense que c'est plus parce qu'il y a diverses zones. Donc, je pense que chaque fois que les plateformes débloquent une nouvelle fonctionnalité, elles arrivent au fur et à mesure sur les différents continents. Donc, je pense qu'en ce moment, on n'a pas la monétisation en Afrique, c'est vrai, mais quand on regarde ceux qui diffusent, par exemple, des fake news ou des contenus violents sur Internet qui sont en Europe, ils ont accès à la monétisation. Donc, si tant était qu'il s'agissait vraiment de ce que la mauvaise utilisation des médias sociaux en Afrique, donc en Afrique francophone, était la raison principale pour laquelle on n'avait pas accès à la monétisation, en ce moment-là, on aurait déjà suspendu toutes ces personnes-là au niveau de la monétisation. Mais pour revenir sur la question donc, de la collaboration avec les plateformes, la ACA a pris toute la mesure justement de pouvoir discuter avec ces plateformes-là d'abord parce que nous sommes conscients que nous allons donc au-devant des enjeux où il n'y a pas que, il n'y a pas que nos bonnes intentions, mais il y a aussi des questions technologiques sur lesquelles nous n'avons pas forcément j'ai envie de dire tout l'arsenal qu'il faut pour pouvoir réguler donc, tous les contenus sur ces plateformes-là. Donc nous sommes pour parler, nous continuons de discuter et d'ailleurs nous avons de très bonnes avancées avec Meta notamment et Google sur certaines questions et je pense que dans les mois à venir... Donc de grosses surprises. Les citoyens verront ce que nous allons dérouler. Parce que c'est vrai que la question de la monétisation ne touche pas que les influenceurs, elle touche un certain nombre d'autres secteurs. Donc je pense que tout le monde regarde la ACA. Je voudrais vous poser une question, professeur. Est-ce que avec on va dire certains étudiants ou des personnes ou des étudiants que vous enseignez, que vous accompagnez ou des personnes avec lesquelles vous discutez, est-ce que cette question justement des dérives sur les réseaux sociaux se présente et comment elles réagissent? Est-ce que ces personnes sont à un niveau de compréhension, de responsabilité par rapport justement à ces réseaux qu'ils utilisent forcément aujourd'hui, c'est dans notre quotidien. Bien sûr, mais tout ce qu'on est en train de dire ici, ce n'est que le reflet de tout ce qu'on constate. Moi, je suis responsable justement de ce cours-là sur la civilisation du numérique et puis tout le reste, en master à l'université. Mais comment réagissent ce qu'il faut comprendre, vos étudiants, justement? Ce qu'il faut comprendre, l'esprit humain est très simple. Ce que vous constatez aujourd'hui, il y a un grand penseur qui s'appelle Kahneman qui a montré qu'il y a deux registres de pensée chez l'homme. Il y a une pensée qui est, qu'on va dire, émotionnelle et il y a une pensée qui est plus rationnelle. La pensée émotionnelle, ça c'est spontané, c'est instinctif. Et puis la pensée rationnelle, c'est plus lent, c'est plus difficile, Alors quand quelqu'un reçoit une information, quand il n'a pas trop envie de réfléchir, quand c'est un esprit paresseux, c'est l'émotion qui capte ça tout de suite. Parce que les hommes n'aiment pas beaucoup faire trop d'efforts. Alors, les manipulateurs ont compris ça. C'est pour ça qu'ils jouent sur l'émotion. Parce qu'ils savent que les gens ne vont pas aller loin. Et comme il dit, dès qu'ils reçoivent, ils partagent sans esprit critique, sans s'interroger, parce que ça va demander trop d'efforts. Professeur, est-ce que c'est le fait de ne pas vouloir faire d'efforts? C'est cela. Il ne faut pas négliger cela. Je vous pose la question. Parce que tout le travail que nous faisons, dans l'éducation aux médias, dans les cours que nous faisons avec nos étudiants, c'est de leur dire, n'acceptez rien sans esprit critique. On est arrivé à un tel point où on ne pense pas avant d'écrire. On écrit et puis on pense après. On pense avec nos doigts désormais. Regardez les jeunes d'aujourd'hui. La main sur le portable, il se balade. Vous avez l'impression qu'il balance d'abord, il écrit, et après lui-même, il se rend compte qu'il vient d'écrire des choses qu'il n'aurait pas dû écrire. Et comme on est dans la vitesse, dès qu'il a fait ses parties, il y en a qui en ont fait des captures, et puis ça prend vite. Donc il faut apprendre aux gens à avoir un peu de distance par rapport à l'information qu'ils reçoivent. Et puis à partir de là, tout peut se faire. Mais vous comprenez qu'on est dans une société où les gens n'ont pas trop le temps de s'interroger sur... Vous voyez, c'est plus facile... Je vois Karine et Thierry un peu sourire parce qu'ils savent bien que c'est plus facile de balancer en quelques secondes une information, ce qu'on appelle une fake. Mais on ne se rend pas compte que ça peut détruire la vie de quelqu'un. Mais c'est longtemps après que, quand il y a des réactions à gauche, à droite, la personne elle-même se rend compte qu'elle vient de faire du tort. C'est pour ça que quand j'ai lu la charte, je crois que j'ai dû voir une partie où on a dit respect de la dignité de la personne humaine et on a dit respect de l'ordre social.
Mais là, c'est la loi qui va s'appliquer. Ce n'est pas une histoire de haka. Oui. Quand vous voulez gâcher la vie de quelqu'un, mais Exactement. il va à la police et puis il vous convoque. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a toujours cette... il faut que les gens comprennent que les réseaux sociaux, comme il a dit, ce qu'on y trouve, c'est ce que nous-mêmes nous mettons. Oui. Et à partir de là, il faut qu'on prenne un peu de distance et qu'on ne prenne pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux comme parole d'évangile. Alors, Karine Oulatté et Thierry Mensa, est-ce que vous pensez, au regard après ce que le professeur a développé, qu'il est possible aujourd'hui, avec le monde actuel, de prendre ce recul, d'avoir ce recul avant de partager, de poster? Est-ce qu'aujourd'hui, l'être humain est dans cette disposition, de façon technique? Alors, moi, je pense que c'est possible. Parce qu'on est arrivé dans cette situation aujourd'hui parce que, justement, il n'y a pas eu de sanctions. On a tous appris. Les réseaux sociaux ont commencé en 2004. Il n'y avait pas d'influenceurs ou de blogueurs. Donc, chacun était responsable à sa manière, on découvrait. Mais on s'est rendu compte qu'il y a certaines personnes qui s'affichent négativement et qui deviennent des stars, qui ont des avantages par rapport à d'autres, qui passent à la télé. Donc, les jeunes se sont dit, mais c'est un modèle à suivre. Il n'y a jamais eu de sanctions. Au contraire, ils sont de plus en plus connus. Donc, alors, ils font la même. Voilà, ils font la même, en fait, que les autres. Donc, pour moi, je me dis que s'il y avait plus de sanctions, dès le départ, on aurait limité en se disant, bon, ça là, si je partage, on a arrêté mon voisin hier, donc attends, je vais vérifier. Mais on n'a jamais eu ça, en fait. C'est vrai qu'on m'a dit qu'il y a la loi, mais concrètement, on n'a jamais entendu, on n'a jamais vu. Quand on a arrêté telle personne pour une fake, on a arrêté telle personne... Vous passez de façon générale. Voilà, générale. Donc je me dis ici, il y a des personnes qui ont été interpellées pour des fake news et qui ont porté donc atteinte à, je dirais, une forme de sécurité, puisqu'il s'agissait de communautés, mais... Pourtant, est-ce que ça a arrêté sûr. Bon, là, je parlais plus dans le cadre des influenceurs dont on parlait. Dans les influenceurs, on a tous en tête des noms qui passent leur temps à insulter, à injurer, à lancer des fake news. Aujourd'hui, la personne est suivie par 1 million de personnes. Il publie une fake news. 2 heures après, il supprime. Il refait une publication pour insulter les gens en disant « Oui, ben voilà, on peut se tromper. » Et puis c'est tout, il passe à autre chose. Il n'a aucune sanction. Donc, comment vous jugez de atteinte à la sécurité? Mais l'atteinte à la sécurité, moi je dis, c'est également, il faudrait que le gouvernement prenne en compte, c'est également ce que la jeunesse retient de tout ça. Parce que comme j'ai dit, si les jeunes ont pris comme exemple des gens qui passent leur temps à insulter, dénigrer, attaquer, et c'est ces personnes qu'on encense, la jeunesse qui vient, aujourd'hui on dit c'est la jeunesse, l'année de la jeunesse, il y a plus de jeunes. C'est eux qui sont très facilement manipulables. Donc s'il n'y a pas ces sanctions-là, la jeunesse est attaquée et puis c'est la génération de demain. Le pays est en danger. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry, justement par rapport à cela? Je pense que c'est encore bien possible de rattraper ce niveau-là en faisant 2 grandes actions. Sensibilisation et sanction. Sensibilisation et sanction. Sensibilisation. Et qui doit sanctionner? Est-ce que c'est la justice ou c'est lié à la charte? Moi, je dirais l'État. L'État, pour prendre en fait tous les acteurs, que ce soit la HACA ou bien toute autre autorité qui sera mise en place pour cette action-là. Mais je dis l'État ivoirien. Ce n'est pas pour indexer une seule personne, mais tous les acteurs qui peuvent agir pour que cela soit fait de façon normale. Ça se fait déjà ailleurs. Ce n'est pas que c'est une loi qu'on vient créer en Côte d'Ivoire. Non, ça se fait déjà dans plusieurs autres pays. Mais ces 2 actions, si elles sont menées, je pense que ça va vraiment réduire ce côté. Sensibilisation, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui font sans toutefois savoir que ça fait mal. Sans toutefois savoir que ce qu'elles sont en train de faire crée d'autres problèmes, que ce soit des problèmes, des discours haineux, même le terrorisme et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent engendrer, mais elles ne savent pas. Elles ne connaissent même pas la portée d'une simple action qu'elles mènent. Un simple commentaire, elles ne connaissent même pas la portée. Un simple partage, que ce soit sur n'importe quel réseau, sur WhatsApp ou bien n'importe quel réseau. Vous êtes sûr aujourd'hui qu'en 2023, avec tout ce qu'on a traversé, ceux qui écrivent ne sont pas conscients Bien sûr, en fait, je le dis pourquoi. L'impact. Je le dis pourquoi, parce que dites-moi. La tournée qu'on a eu à faire pour la campagne de sensibilisation en ligne Tous Responsables, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne pensais pas que c'était possible. Par exemple, des gens, en fait, qui publient par exemple, ils vont au mariage de quelqu'un. Il y a une dame même qui expliquait, elle allait dans un mariage, il y avait des histoires, elle a filmé et elle a partagé sur les réseaux. Mais en fait, elle ne connaît pas l'impact
que ça peut avoir sur cette femme en question, sur les enfants de cette femme, sur toute la famille. Bon. Elle a dit librement, quoi. Elle pouvait... non. La personne, en fait, peut vous poser, elle dit, impossible, pourquoi? C'est quand elle a répondu de façon très banale. Et c'est mon téléphone, j'ai filmé. Donc, c'est là qu'on lui a fait savoir que non. Heureusement qu'il y avait les gens de la PLCC qui lui ont dit, non, on ne fait pas ça. En ignorance. Non, en fait, c'est pas vous. Et en fait, elle a fait pour montrer à tout le monde que au mariage de la dame, ça ne s'est pas bien passé. Donc pour elle, en fait, c'était une action normale, comme une causerie, vous êtes en train de faire avec quelqu'un. Mais sur Internet, ça va vite. Ça va vite. Elle n'était pas consciente qu'il y avait tous ces partages de partages. Et on dit, mais c'est parce que les gens partagent que ça va jusqu'à vous. Sinon, est-ce que vous savez où l'action s'est passée? Vous êtes ici, au nord, ici. Ça s'est passé à Abidjan, mais comment vous faites pour voir ça ici? C'est parce que les gens ont partagé. Donc s'il y a cette grosse campagne de sensibilisation et il y a encore plus de mesures de sanctions qui sont vraiment prises de façon correcte, je pense que ça va rehausser un peu le niveau. Ça va rehausser un peu le niveau. Alors, Madiak, question. Combien d'années de prison? Mais ça, bon, peut-être que ce n'est pas la cas. Je crois que, bon, en fait, c'est pour vous dire que j'en suis. Wilfried Zaher, alors, je pose comme cette question, il demandait combien d'années de prison risque une personne qui donne des fake news. Ça, c'est de l'ordre du pénal. Oui. Ça, c'est la PLCC. Oui. Mais il y a aussi, la ACA aussi. La ACA, vous aussi? Il y a des sanctions allant d'amende aussi, des années de prison. Je vous donnerai peut-être plus de détails. Non, mais comme il nous regarde, Wilfried Zaher, il est là, de Côte d'Ivoire, vous pouvez répondre, même si c'est vrai que... Oui. Si vous permettez, pour ne pas... allez-y. Pour ne pas déformer la loi. J'ai pris les dispositions pour pouvoir... Non, il faut donner, si vous avez l'information, donnez-la. Je pense qu'on est là aussi pour le cela. temps qu'elle trouve, moi, j'aimerais rajouter que si on remarque les questions que la communauté pose depuis, vous voyez qu'ils sont focus sur les sanctions. Oui. Ils n'arrêtent pas de demander, mais si on fait, qu'est-ce qui va nous arriver? Si on fait, qu'est-ce qui va nous arriver? En fait, c'est ça que le gouvernement doit comprendre. Si on le fait, qu'est-ce qui va? Parce qu'on a vu pendant 10 ans, les gens font, il n'y a rien eu. Bon, aujourd'hui, si on fait, qu'est-ce qui va nous... C'est ça qui peut faire comprendre. Quel est le regard du philosophe politique? Mais elle a raison. Il n'y a rien? Elle a raison, mais parce que s'il y avait quelque chose, et quelque chose de fort, beaucoup de gens seraient restés tranquilles ou bien seraient allés signer la charte et seraient restés dans la logique de ce qu'on est en train de faire. Civisme, citoyenneté, respect de la loi. Mais c'est parce que les gens constatent que soit qu'on peut contourner un certain nombre de choses, soit que les gens n'appliquent pas véritablement, ils se permettent... Mais c'est l'éducation de la jeunesse qui est en jeu. C'est la société qui est menacée. Mais il n'y a pas que des jeunes qui partagent des fake news ou qui ont des comportements... on n'a pas dit que c'est eux qui partagent. Mais on a dit que la menace, là, ça plane sur eux parce que l'avenir de ce pays, c'est eux. Oui. Alors, s'ils grandissent dans l'idée que le faux est vrai et qu'ils sont dans un monde qui est faux, mais ils vont vivre une vie qui ne sera pas authentique. Voilà toute la question. Et il faut expliquer aux gens qu'avec Internet et les réseaux sociaux, la frontière devient très mince entre ce qui est intime et ce qui est extime, ce qui est privé et ce qui est public. Les gens ont tendance à extimiser tout ce qui est intime, mais après ça les rattrape. Ça les rattrape. Et on l'a vu parfois des vidéos circuler qui ont été prises de façon libre. Alors, vous avez trouvé la loi, Madia? Alors, les sanctions, il y a effectivement les sanctions. Il y a effectivement des sanctions qui peuvent aller d'1 année à 3 ans de prison, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi des amendes qui sont aussi, dépendant du cas et de la décision qui a été prise, il y a aussi des amendes qui sont... Voilà. Alors, vous avez raison, Karine. Il y a encore une autre question, c'est Airful qui dit « Pourquoi c'est si difficile de sanctionner ?» Ne pensez-vous pas que les parents eux-mêmes doivent être sensibilisés afin de commencer à la base? C'est ce que je disais. Thierry, Nadia, Karine, professeur, les parents, parce qu'on parle d'acteurs, mais les parents eux-mêmes. Déjà, même, je voulais revenir sur le côté de la sensibilisation. Déjà, la plupart des blogueurs ou personnalités publiques, eux-mêmes, ils ne s'y connaissent pas. C'est ça, là. La plupart du temps, vu que je suis aussi connue dans les dépannages techniques sur les réseaux sociaux, quand ces influenceurs me contactent en me disant « j'ai perdu ma page » ou « j'ai perdu tel compte »,
70 à 80%, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de la plateforme. Qu'est-ce que vous leur dites? Et la plateforme les a sanctionnés. Vous leur dites? Je leur dis la vérité. Voici l'erreur que vous avez faite. Oui. Cette vidéo ne vous appartient pas. Vous l'avez partagée, propriété intellectuelle. Droit d'auteur, vous avez un juré et tant. Quand on finit, qu'on arrive à résoudre le problème malgré tout, l'influenceur vient, il fait un direct. Les jaloux, ils ont voulu m'attaquer, ils n'ont pas pu... Ouais, non, mais non. Ils ne disent pas la vérité à leur communauté. Je n'ai jamais eu un influenceur qui m'a contacté, j'ai aidé, et derrière, il a sensibilisé. Pourtant, ils viennent, ils me suivent. Ils suivent mes publications, ils essayent de régler leur manière de faire des publications, mais ils ne sensibilisent pas à leur communauté. Mais alors, donc eux-mêmes... Qu'est-ce qu'on fait face à ça, justement? Ils ont été sanctionnés. Ils retrouvent leur page et ils continuent dans le comportement. Madia, est-ce que ce n'est pas de la sensibilisation qu'il faut vraiment renforcer au niveau peut-être de la... Ça doit être prévu forcément. Oui, Qu'est-ce que justement vous allez faire par rapport à ça? C'est prévu. Tout à l'heure, je parlais de l'éducation aux médias. C'est prévu. On a des projets dans ce sens-là. Mais je pense aussi que, il faut considérer aussi le fait que nous prenons des adultes qui ont déjà commencé à utiliser une plateforme et à qui on veut refaire une éducation. Cela peut être compliqué dans certains cas. Donc, en ce moment aussi, les réflexions que nous sommes en train de mener, c'est de commencer depuis le bas âge à faire de l'éducation aux médias. Puisqu'aujourd'hui, les médias occupent une place vraiment importante dans la vie communautaire. Donc, c'est de commencer déjà depuis le bas âge à apprendre aux enfants comment utiliser ces plateformes-là, quels sont les dangers de ces plateformes-là et quels sont les avantages aussi de cette plateforme. Parce qu'il faut pas l'oublier. L'objectif pour la ACA n'est pas de dire que les plateformes sont mauvaises ou que les médias sociaux ne sont pas bons, parce que nous savons aussi qu'il y a des personnes comme M. Mensa qui utilisent ces plateformes-là justement pour faire du business, oui. Voilà, pour créer de la richesse. Donc ce que nous voulons apprendre à tout le monde, c'est qu'il y a des bons côtés, mais il y a des mauvais côtés que nous pouvons aussi minimiser si chacun d'entre nous essaie d'y mettre du sien. Donc cette éducation aux médias va se faire déjà depuis le bas âge pour accompagner, donc pour qu'il y ait une nouvelle dynamique dans l'utilisation des médias sociaux. Et une nouvelle génération. Une nouvelle génération, oui. Que pensent les populations? Est-ce qu'elles connaissent la charte? Parce que c'est cette charte qui nous réunit. Nous les écoutons au micro de Siaka Kone, Ibrahim Touré, montage, pas comme Afrié. La question de la charte, je ne suis pas très informé, mais je pense que pour l'utilisation des réseaux sociaux, il faut effectivement établir une charte, c'est-à-dire des règles, une déontologie pour une bonne utilisation. Il est tout à fait normal d'établir des règles, des principes, des conditions pour que la société fonctionne bien. Donc, il est très bon d'appliquer cette charte pour une bonne déontologie, une bonne information et une bonne utilisation des réseaux sociaux. On entend parler des principes mis en place par certains blogueurs, certains activistes des réseaux sociaux. Bon, ne pas divulguer des informations sensibles d'une personne. Voilà, je peux dire, si on prend le cas de l'intimité d'une personne et la balancer. J'en connais beaucoup sur la charte des réseaux sociaux concernant la restriction des images à nudité, des fausses informations. Beaucoup d'Ivoiriens, à majorité des étudiants, nous utilisons l'Internet, mais on ne connaît pas la limite, ce qu'il faut faire avec l'Internet et ce qu'il ne faut pas faire avec l'Internet. Donc je pense qu'on doit sensibiliser beaucoup de personnes. Ce qu'il faut faire avec Internet, ce qu'il ne faut pas faire avec Internet. Merci Siaka Touré, Ibrahim Touré, Siaka Kone, Ibrahim Touré et pas comme Afrié. Mesdames, messieurs, commentaires, je vais commencer par vous, parce qu'on parle de la charte. Oui. Elles ne sont pas connues. Oui, justement, il y a seulement 2 semaines que la charte a été officiellement adoptée. Donc nous sommes dans une phase de campagne auprès des citoyens, peut-être d'abord auprès des influenceurs qui sont directement concernés par les principes de cette charte-là. Mais la communication va s'étendre à toute la population pour que tout le monde puisse justement connaître le contenu de cette charte-là et puis aussi s'en faire le relais auprès de ses amis ou de ses voisins. À travers le pays, elle va se faire cette campagne de sensibilisation? Oui, c'est prévu. Nous avons en tout cas plein d'activités sur lesquelles nous sommes en train de travailler en ce moment pour que cette charte soit vraiment connue sur toute l'étendue du territoire. Thierry Mensa, comment justement le chef d'entreprise que vous êtes, du digital, youtubeur, blogueur, peut permettre justement à cette charte d'être mieux comprise et on va dire que les uns les autres se l'approprient, votre communauté par exemple? Déjà, à travers nos différents réseaux, on essaie de faire ce qu'on peut pour faire connaître l'existence de la charte en question, le contenu à travers certaines publications également,
pour expliquer de façon terre à terre, comme on le dit. Parce que les gens ont tendance à croire que c'est quelque chose de mauvais. Pourquoi il y a cette idée, justement? Bon, ça, on ne sait pas vraiment pourquoi, il y a des règles. mais ils se disent que c'est quelque chose de mauvais, sans toutefois savoir le contenu. Mais une fois ils apprennent qu'il n'y a rien de dangereux, ils peuvent dire, bon, ils adhèrent. De votre côté, Karine Olatié, qu'est-ce que vous faites justement, hein? Vous l'avez signé de toutes les manières, donc vous êtes une ambassadrice, on va dire ça comme ça. On est un relais de communication de la ACA. Et à notre niveau, nos communautés, on les sensibilise également. C'est là où je me disais que s'il y avait plus d'influenceurs qui avaient signé, qui étaient présents avec leur influence, justement leur communauté, on aurait plus de personnes qui allaient être au courant de cette charte. Donc vous voyez un peu la limite même du gouvernement qui doit organiser toute une campagne de sensibilisation pour faire comprendre. Pourtant, on a ces soi-disant personnalités publiques qui ont des millions et des millions d'abonnés. Ils auraient adhéré, ne serait-ce qu'un simple direct d'1 heure ou même 30 minutes pour parler. Vous allez voir qu'on aurait plus de signataires que ce qu'on a actuellement, une 50aine. Est-ce qu'il faut désespérer? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai que je suis... mais pas du tout. Comme moi je dis, c'est une très bonne chose. Franchement, c'est une très bonne chose que la ACA l'a faite. Ce que je déplore, pour moi, c'est lent. Les réseaux sociaux, ça va très vite. L'intelligence artificielle arrive, ça va être multiplié par 5. Si on prend une loi en 2017, qu'on doit la mettre en place en 2020, on a le temps d'avoir toutes sortes de dangers. Parce que vous avez vu au début la vidéo qui a été tournée. Donc on passe sur un nouveau type de contenu que même la ACA ne connaît pas. Ces nouveaux contenus avec des journalistes, on prend des journalistes sur un journal national. Moi j'ai vu plein de vidéos comme ça sur des jeux vidéo où ils ont pris même les images des footballeurs en disant par exemple que Drogba a validé ce produit, vous pouvez le prendre. Et c'est un journaliste de la RTI qui le dit. Et la voix dit derrière, bon écoutez, même la télé nationale C'était une manipulation. Oui, c'est un fake. Tout est fake. La télé nationale de Côte d'Ivoire l'a confirmé et tout. Mais c'est des contenus qu'on n'avait pas l'habitude. Et comme j'ai dit, il y a les élections qui arrivent. Donc avec l'intelligence artificielle, on peut créer de fausses personnes. Et ces fausses personnes-là peuvent balancer des fausses informations à l'intérieur du pays, comme on a dit, qui est très sensible. Et là-bas, la poudre monte très vite. Donc je me dis qu'il faut accélérer. Parce que je trouve que le gouvernement est lent. C'est vrai que c'est l'administration et tout, mais ça va très, de choses. Elle est là, il y a beaucoup, je pense qu'il y a des étapes à franchir. C'est vrai que c'est un plaidoyer. Ça va très vite. Et j'ai peur que le temps que vous soyez positionnés, il y a eu déjà des dégâts, des gens touchés, des familles. Et c'est le cas actuellement. Il y a des familles, il y a des jeunes qui ne peuvent plus sortir parce qu'ils sont harcelés. Tel blogueur ou tel influenceur les a insultés, leurs vies sont gâchées. Même si la sanction sort aujourd'hui, ça fait peut-être 5 ans que la personne a harcelé. On fait comment pour rattraper ça? Donc c'est pour ça que je dis que mon seul problème, c'est qu'ils sont assez lents. Mais sinon, ils ont de très bonnes idées et au moins ils nous écoutent. Au moins, vous êtes écoutés. Voilà, au moins ça. Sinon... et je pense qu'à ce niveau, on a tous un rôle à jouer. C'est pour ça que d'ailleurs que nous sommes sur ce plateau de la RTI pour en parler, pour sensibiliser et pour aussi faire des propositions. Professeur, comment justement on réussit aller peut-être un peu plus vite, mais aussi que chacun joue ce rôle de sensibilisation, d'information également, et pourquoi pas aussi, entre guillemets, de surveillant, parce que est-ce qu'on n'a pas le droit, nous aussi, de jouer ceux qui alarment, qui donnent l'information ou qui interpellent? Comment on fait? Il y va de la survie de toute notre société. Pourquoi on les appelle influenceurs? Parce qu'ils font de l'effet. C'est-à-dire qu'ils sont capables de déterminer le comportement de quelqu'un. Il y a des gens qui ne pensent plus. Il suffit que mon influenceur ait pensé une chose, il a pensé pour moi et je suis. Mais est-ce que ce n'est pas la société? Parce que il y a eu avant les réseaux sociaux, il y avait quand même des personnes qu'on adulait, qu'on regardait à la télévision, etc. Est-ce que ce n'est pas un problème sociétal? Pas seulement un problème de société. La personne est avec vous tous les jours. Vous avez votre portable, elle vous parle à chaque instant. C'est-à-dire qu'elle vous dit quelque chose, elle vous répète cela chaque jour, puisque vous-même, vous avez la possibilité d'écouter, de réécouter, et puis après, ça fait un phénomène de contagion. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand vous avez autant d'impact sur quelqu'un, quand quelqu'un est capable d'arrêter de manger, parce qu'il voit son influenceur en train de passer, ou en train de parler, mais il faut pouvoir dire à cette personne d'être beaucoup plus responsable, en lui disant qu'elle peut utiliser cette influence-là, qu'elle a sur ces personnes, sur ces jeunes,
pour le bien de ces jeunes. Je crois que c'est pour ça qu'il y a cette charte-là. C'est pour ça qu'on retombe sur le concept de responsabilité, c'est-à-dire qu'on a besoin de vous pour tirer la société et puis pour l'amener vers le haut, mais pas pour tirer la société vers le bas. C'est de ça qu'il s'agit. On a des jeunes qui voient et qui croient tout ce qu'ils lisent aujourd'hui. Toute la vérité que nous enseignons aujourd'hui à nos étudiants dans les écoles, dans les universités, ils vont sur les réseaux sociaux, on leur dit que celui qui a découvert l'Amérique en 1492, c'est même pas du tout Christophe Colomb, il s'appelle Bakary II, c'est un Malien, c'est le frère de Soundiata Keïta. Et des étudiants de master viennent en débattre avec moi en cours pour dire non, nous on a vu sur les réseaux sociaux que c'est Bakary II qui a découvert l'Amérique. J'ai dit qui est Bakary II? Mais en fait, tout est débat pendant 1 heure. C'est-à-dire que même la vérité les plus évidentes, les choses les plus évidentes qu'on leur enseigne aujourd'hui, là, tout ça est remis en cause sur les réseaux sociaux par des esprits malins qui veulent entraîner la société on ne sait où. C'est pour ça qu'on appelle à leur sens de responsabilité, à la responsabilité, pour que, évidemment, la société puisse se retrouver dans toute cette situation difficile-là. Alors, Mme Bamba, alors juste dans un pays, l'État a mis en place des mesures pour restreindre certains contenus. Les contenus éducatifs sont prioritaires. Est-ce qu'on ne peut pas faire pareil en Côte d'Ivoire? Et cette information nous est partagée par Momo88. C'est vrai que je ne cite pas le pays, c'est un pays en Asie. Donc c'est un asiatique. En Asie d'ailleurs, il y a évidemment une restreinte en ce qui concerne les contenus, mais également pour les enfants, il y a un âge, ils ne peuvent pas avoir de portable, par exemple, et avoir accès à certaines plateformes. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il est possible de le faire ou de l'envisager, ou bien est-ce que la ACA l'a envisagé? Alors, est-ce que la ACA l'a envisagé? Je ne saurais le dire là maintenant. D'accord. Ce que je peux dire déjà, c'est que dans le fonctionnement de la ACA s'appuie sur une loi qui existe. Et ce n'est pas la ACA qui vote la loi. C'est l'Assemblée nationale qui vote la loi. Ce sont les députés qui votent les lois. Et qui la propose? Elle est l'émanation du ministère de la Communication. Donc, ce n'est pas la ACA qui vote les lois. C'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Donc, il revient justement à l'ensemble de ces députés, à l'ensemble de ces sociétés-là, qui, aussi observatrices de la société comme nous, de faire, si vous voulez, les amendements ou de faire les propositions idoines pour que nous puissions arriver à un certain environnement sain, un certain environnement sûr. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression de dehors, parce que moi-même aussi, il y a d'autres situations sur lesquelles j'estime souvent que c'est très lent, que ce n'est pas fait comme il se doit, mais faut savoir aussi que l'appareil étatique ne peut pas se déployer comme une entreprise avec un seul entrepreneur, ou etc. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui entrent en compte dans la prise d'une décision et dans le déploiement de certaines solutions. Nous, on parle aujourd'hui des médias sociaux, on parle des influenceurs. Il y a la question aussi des enfants mineurs qui sont soumis à certains contenus inappropriés, etc. Il y a beaucoup de cyberharcèlement. Du cyberharcèlement. Il y a beaucoup de questions qu'il faut prendre en compte. Donc, je comprends qu'on a envie d'aller vite, mais je pense qu'il faut faire l'effort d'aller bien, de faire les bons pas pour ne pas qu'on ait à rétrograder. Je rappelle déjà que même lorsque la loi elle-même a été votée, il y a eu beaucoup de discussions autour de la loi. Comment est-ce que vous allez mettre la loi en application? Pourquoi, etc. Mais après, au fur et à mesure qu'on est en train de dérouler, aujourd'hui on a déroulé la charte des réseaux sociaux, je pense que plus ou moins les citoyens, les influenceurs et activistes sont en train de comprendre la démarche dans laquelle la ACA est, et peut-être au fur et à mesure vous comprendrez là où nous allons. Vous êtes sous tutelle du ministère de la Communication? Non, nous sommes une autorité indépendante. Indépendante, mais vous n'avez pas de tutelle? Non. Est-ce que vous avez la capacité de proposer des éléments, justement? Oui, bien entendu. Vous êtes force de proposition. Bien sûr, bien entendu. Parce que vous suivez un peu ce qui se passe et vous êtes une force de proposition par rapport à l'existant. Exactement. Nous sommes une force de proposition, mais ce n'est pas nous qui portons, bien par sûr. exemple... Non, absolument. Exactement. Bien sûr. Merci. Alors, comment justement, on parle de mécanisme de signalement. C'était ma question tout à l'heure. En général, on est tous des citoyens. C'est vrai qu'il y a la ACA, mais il n'y a pas que la ACA seule. Il y a on va dire, les entrepreneurs digitaux que vous êtes, professeurs, il y a les médias. Est-ce qu'il y a un numéro vert, par exemple, au niveau de la ACA ou une autre entité qui nous permettrait justement aux citoyens de saisir ou de signaler un harcèlement ou autre?
Il faut dire que déjà, dans le cadre juridique, il a indiqué que le citoyen peut saisir la ACA par tous les moyens, que ce soit par message, par téléphone, par mail. Les citoyens peuvent saisir la ACA par tous les moyens. Alors, nous avons un numéro, donc le fixe qui est disponible en ce moment, sur lequel tout le monde peut appeler. Mais d'ici la semaine prochaine, il y a un numéro WhatsApp qui sera déployé aussi, avec une chaîne WhatsApp sur laquelle les citoyens pourront directement donc, signaler des contenus inappropriés et la ACA se chargera de leur répondre comme il se doit. Donc, je crois que Karine, alors, quel commentaire sur cette évolution des éléments en réalité? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on apprécie. Parce qu'on se sent écouté, on apprécie. J'aimerais juste rajouter un point, parce que depuis tout à l'heure, on parle que des influenceurs et tout. Mais il y a d'autres personnes qui doivent être sensibilisées, par exemple les médias. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des journaux qui relaient tout ce que les influenceurs disent, en fait. C'est fake, c'est pas fake. Donc les médias eux-mêmes, les journaux en ligne, ils tombent dans ce jeu de fausses nouvelles. Donc ils n'ont pas de sanctions. Combien de fois on s'est rendu compte qu'il y a eu un faux relais? Et également, ces influenceurs-là, plus ils sont dans le négatif, plus ils sont invités sur les chaînes de télé. Il y a des influenceurs sains. Il y a des personnes saines. Donc je pense que les médias doivent également aussi être sensibilisés. C'est à eux d'appeler des influenceurs sains pour montrer aux jeunes que, bon, écoutez, il y a une petite balance, voilà, parce qu'on ne montre que ceux qui font du mal, qui réussissent. Pourtant, il y en a d'autres. Donc il faudrait que les médias également agissent. Il y a, oui. Il y a juste sur la question des médias, je peux me permettre, comme dans beaucoup de pays, il y a les médias qui sont privés, il y a les médias publics, et le média privé n'est pas dans l'obligation. Il y a ces termes de référence, ces cahiers de charges. Donc après, il regarde ce qui intéresse par rapport à sa ligne éditoriale. Mais il est évident que les médias que nous sommes, nous devons aussi contribuer. C'est pour ça, encore une fois, je rappelle la responsabilité. C'est pour ça que la RTI a décidé de faire, justement, après la signature, a décidé de faire cette émission, ce débat, de vous inviter. Vous êtes des personnes connues et saines. Oui. Et le professeur Dion, qui a un regard... je dirais large de tout ce qui se passe donc, sur le plan social, pas seulement politique, et bien sûr la ACA avec la sous-directrice. Et merci encore une fois d'être sur ce plateau. Vous voulez dire quelque chose? Concernant les signalements, il faut dire que lorsqu'on a rencontré les plateformes nous ont dit par exemple qu'il existe des mécanismes de signalement donc de contenu directement sur la plateforme, mais pas forcément auprès de la ACA, mais que l'Afrique francophone est l'une des zones dans lesquelles on signale le moins de contenu. Et pourquoi on se plaint beaucoup qu'il y a des contenus qui ne sont pas appropriés, mais on signale moins. Alors que plus on signale un contenu, plus on signale un type de contenu, plus les modérateurs, les moniteurs aussi de ces plateformes-là commencent à intégrer ces contenus-là comme des contenus justement par rapport à la zone, ne sont pas forcément, des contenus appropriés pour la zone. Et donc nous, au niveau de la ACA, ce qu'on a essayé de négocier aussi avec les plateformes, c'est de voir comment est-ce qu'on peut obtenir donc un canal privilégié avec ces plateformes-là, de sorte à ce que lorsque des contenus vraiment choquant l'opinion ou des contenus qui sont inappropriés sont diffusés dans l'espace numérique, que nous puissions avoir un dialogue direct avec ces plateformes-là pour signaler ces contenus-là et faire en sorte que ces contenus-là soient retirés le plus tôt possible de la plateforme numérique. Alors, moi, je vous pose une question à tous les quatre. Vous parlez de contenu choquant, vous en avez parlé, Karine, vous aussi, professeur. Mais comment vous expliquez que ces contenus choquants, quand on regarde, ça monte, ou bien lorsqu'il y a justement ces directs avec des personnes qui s'expriment d'une certaine manière, ça monte. Alors, est-ce que c'est pas, professeur, je vous ai posé la question tout à l'heure, je vais la poser à tous les quatre, est-ce que c'est pas un problème sociétal? Ça peut choquer certains, nous on en parle, on peut être choqués, mais ça monte. On regarde le nombre de personnes qui se connectent, ça monte. Est-ce que c'est pas sociétal? Ça peut être un problème société par rapport aux attentes, mais moi je voulais qu'on remonte à l'individu lui-même. Exactement. L'individu lui-même, il est intéressé par quoi? Il vous dira de façon consciente qu'il est intéressé par de bonnes choses, mais en lui-même, il y a des émissions qui vont passer à la télévision. Tout le pays va trouver que cette émission n'est pas saine, mais quand vous allez, l'audimat explose. C'est ma question. Voilà, tout le monde regarde, mais parce que l'individu, l'être humain est fait de telle sorte que, je vous expliquais tout à l'heure, ce qui se passe en lui, c'est ce qui relève de l'instinct, ce qui relève de la mort, ce qui relève de la sexualité primaire, tout ça, c'est ça qui en attire les gens. Et puis après, il y a le visage, la personnalité sociale qu'on veut montrer. Donc,
les gens publient. Et puis après, ça renvoie aux attentes maintenant de la société elle-même. Une société peut être en attente de quelque chose. Donc quand on en parle, tout de suite, tout le monde va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Et enfin, on aime bien les rebelles. On aime bien entendre des sons des anticonformistes, des sons, des images qu'on ne voit pas toujours, des sons qu'on n'entend pas. Donc on est curieux de savoir qu'est-ce qu'il fait et puis ça monte. Mais quand vous avez une publication de nos frères qui sont là, qui essaient de sensibiliser, on se dit, bon, il va dire ce qu'on sait déjà, et puis voilà, ça ne nous intéresse pas. C'est comme ceux qui aiment les films d'horreur. Ils vont crier à la maison, mais ils sont assis là et ils continuent de regarder le film jusqu'à la fin. C'est un peu ça l'être humain. Nous allons saluer Arsène qui nous écrit du Canada. Alors, deux questions. Arsène dit ceci. Merci pour ce débat. Merci de nous suivre depuis le Canada, qui j'espère portera ses fruits. Il faut relever que nous sommes aussi comptables car on ne porte pas plainte toujours et on trouve qu'on ne sanctionne pas. Vous le disiez tout à l'heure, en Afrique francophone, on ne se plaint pas suffisamment. Donc lui, c'est sa contribution. Maintenant, une question. Dambélé qui est en Côte d'Ivoire, vu l'urgence, n'est-il pas nécessaire pour la ACA de signer un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour une sensibilisation efficiente et une prise en charge précise des apprenants? Donc, il s'agit donc des élèves. C'est une proposition. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, très rapidement. Oui, je ne veux pas dévancer ici. Donc voilà. Vous ne répondez pas. Je vais donc laisser les trois autres répondre. Okay. On préfère garder... Bien entendu. Donc, c'est de par sa posture. Thierry, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Moi, je pense que c'est une très bonne idée et ça va faciliter également la tâche dans toute cette phase de sensibilisation. Parce que si quelqu'un est déjà sensibilisé depuis la base, on n'aura pas à le sensibiliser qu'il aura 20 ans et 30 ans. Si depuis l'école, ça peut se faire, c'est un avantage. Karine, est-ce que vous parlez aux enfants d'ailleurs, aux plus jeunes? Oui, j'ai commencé avec les enfants. Très bien. J'ai commencé avec les enfants et quand je me suis rendu compte que les enfants au retour me disaient « mais telle personne a fait ça, vous dites que c'est pas bien, mais là il a fait ça, que je me suis rendu compte que on peut commencer en bas, mais l'enfant, quand il rentre à la maison après la sensibilisation, il a d'autres modèles. Il a papa, maman, il a l'oncle qui regarde et voilà. Donc il faut que ce soit toutes les entités qui soient sensibilisées et même, surtout, j'insiste dessus, les politiques. Parce que même les politiques, qui sont ceux qui doivent donner la loi, ne s'y connaissent pas dans le digital, de un. Ils sont accompagnés ils utilisent... Pour certains. Oui, bien sûr. Par exemple, il y a eu les élections, on a vu des candidats qui se sont appuyés sur des influenceurs. Moi, au regard de la loi, je trouve que ce n'est pas du tout normal qu'on prenne une personne qui est suivie par des jeunes, des millions de personnes, et qui va faire une promo d'une campagne politique qui est censée être apolitique. Ce n'est pas normal. Ou l'influenceur qui dévoile les résultats d'une élection avant même que ça sorte, aucune sanction. Le jeune, quand il a été sensibilisé et qu'il rentre le soir, que son artiste préféré a fait cette erreur, tout le monde l'insulte pendant des semaines et des semaines et qu'il n'y a rien, il s'affiche avec le candidat élu, il n'y a rien du tout, mais l'enfant, la sensibilisation, elle passe à gauche. Un enfant, si on le sensibilise et qu'il ne voit pas de réaction devant, il n'écoutera pas. Donc, il faut que ce soit à tous les niveaux. Est-ce que professeur, je vais juste quand même poser une question à Madia Bamba sur la ACA. Concernant justement les influenceurs, est-ce qu'il est interdit par la loi qu'un influenceur se mêle, entre guillemets, de politique? Clairement. Alors, clairement interdit par la loi, non, puisque dans la définition même de l'activisme, de l'influenceur, on dit c'est quelqu'un qui prend fait et cause pour un fait, pour une cause justement, et qui décide par des posts qu'il fait sur les réseaux sociaux de vouloir convaincre des personnes, de vouloir changer les habitudes de consommation de tout un chacun. Il faut savoir qu'à la ACA, nous avons aussi une mission de préserver la diversité des opinions. Ce n'est pas parce qu'on est influenceur qu'on n'a pas le droit d'avoir un choix politique ou un autre. Seulement, avec la charte éthique, ce serait par exemple de dire, par rapport à ce que Mme Oulaté dit, si quelqu'un ne fait pas un choix de conviction, mais qu'il est payé pour faire la propagande ou la promotion, la désinformation, il tombe sur le coup de la loi. Non, pas il tombe sur le coup de la loi. Je veux dire, il enfreint à la charte. Il enfreint non seulement la charte, mais je veux dire, quand quelqu'un est payé pour faire une action de promotion, la charte, par exemple, relève que cette personne-là doit signifier à son public qu'il a été payé pour faire cette action. C'est dans le cas des partenariats. Il doit dévoiler ses partenariats. Dévoiler ses partenariats. Par contre, en tant que citoyen d'un pays, nous avons tous le droit d'avoir notre choix
d'utiliser notre influence pour la mettre au service d'une cause ou d'une autre, on pourra juger, nous, que cette cause est bonne ou qu'elle n'est pas bonne, en fonction de ce que le cadre juridique, le cadre normatif établit, mais toujours est-il qu'un influenceur reste quand même une personne, un citoyen qui a un droit de vote comme tout le monde. Mais s'il donne les résultats, il doit être poursuivi. Ça, c'est proscrit. Ça, c'est la CEI ou la CEI. La CEI non seulement le dit, mais aussi la AK, aussi. à la faveur des élections, il y a des décisions qui sont publiées par rapport à la couverture médiatique des élections. Donc, dans ces décisions-là, par exemple, concernant les dernières élections, il était clairement indiqué que nul n'a le droit de publier des résultats d'une élection avant que l'autorité chargée de le faire le fasse sur les médias sociaux. Voilà. Oui, professeur, alors justement... Non, juste dire que, comme je dis toujours, au commencement est l'école. Au commencement est l'éducation. Il y a une éducation à tout. Il y a une éducation à la démocratie, il y a une éducation à la liberté, mais il y a une éducation aux médias et au numérique. Donc, ça devrait être tellement évident qu'on s'attaque à ça à la racine. C'est-à-dire, depuis le bas âge, depuis l'école primaire, il faut commencer à éduquer nos enfants aux médias et surtout au numérique. Et on comprendra que école et numérique, ça va faire un, puisqu'on sera obligé, vous allez voir, de faire en sorte que l'école arrive dans les téléphones portables des enfants. Que l'école arrive dans le téléphone portable des enfants. Mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Oui, car ça va très vite. Je vais vraiment vous poser une question avec une réponse qui sera également votre conclusion. Finalement, est-ce possible d'avoir un modèle adéquat de régulation des réseaux sociaux? Le tour de table, je vais commencer par professeur, je terminerai par Madia, mais de façon très succincte comme vous savez le faire. Est-ce qu'il est possible d'avoir un modèle adéquat de régulation pour les réseaux sociaux? C'est en fonction des évolutions que le modèle se met en place, parce qu'on adapte, on réadapte, on ajuste. Et je pense qu'avec le temps, avec la volonté des uns et des autres, et avec la responsabilité que nous appelons de tous nos voeux, on trouvera le modèle qu'il faut pour assainir le milieu. Merci, professeur Dion. Karine Oulaté. Alors moi, je pense, comme M. Dion l'a dit, avec le temps, on trouvera le bon modèle. Mais il faudra se mettre un peu plus de vitesse parce que le temps ne nous appartient pas et le temps passe très très vite, surtout sur l'Internet. Donc un peu plus de vitesse, sinon on trouvera et penser aux sanctions. Malheureusement, aujourd'hui, on ne marche qu'à coup de baguette. Voilà, merci beaucoup. Merci Karine Oulaté. Thierry Mensah. À mon niveau, je dirais que c'est possible d'y arriver, mais également inviter les populations à signaler sur toutes les plateformes. Parce que c'est vrai que toutes ces lois qui sont en train d'être prises sont pour le bien-être de chacun de nous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque tu ne signales pas un contenu qui n'est pas approprié, tu contribues au développement de ce contenu-là. Donc j'invite aussi, à travers ce plateau, et sensibilise tout le monde également à signaler des publications. Moi, je le fais déjà. Et dans toutes les formations, je le dis aux gens, faites-le. Signalez tout simplement. Sur toutes les plateformes, il y a toujours un bouton « Signaler ». Dans les boutons d'options qui sont juste sur la publication, il y a « Signaler le contenu ». Et on vous demande même quel type de contenu c'est. Vous sélectionnez, vous validez. C'est tout ce que vous devez faire. Un contenu qui n'est pas approprié, signalez-le. Et le reste, on espère qu'avec les amendements de la loi qui vont se faire, on va arriver à un modèle parfait. Merci Thierry Mensah. Madia Bamba. Alors, est-ce qu'on peut arriver à un modèle de régulation adéquat? C'est ce à quoi nous aspirons tous. Je pense que c'est ce à quoi l'ensemble des acteurs donc, de l'écosystème travaillent aujourd'hui, et avec en tête la ACA, qui est le régulateur donc, de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Ce que je voudrais dire, c'est profiter de l'opportunité que vous nous donnez pour rappeler aussi aux influenceurs qui n'ont pas encore rejoint donc, la dynamique de cette charte éthique des réseaux sociaux, de leur dire que c'est le moment encore de venir donc adopter cette charte et de se faire aussi le relais de cette charte-là auprès de leurs différentes communautés, parce que je suis convaincue, et nous sommes convaincus à la ACA, que c'est main dans la main que nous pourrons peut-être pas réguler tous les contenus sur toutes les plateformes, mais que nous parviendrons ensemble à réduire donc l'effet négatif ou l'effet néfaste des différents contenus audiovisuels inappropriés qui sont publiés sur les différentes plateformes. C'est donc un plaisir pour nous, en tant que ACA, en tant que régulateur, d'avoir partagé ce plateau-là avec M. Dion, Mme Oulaté et M. Mensah. Et voilà, je remercie la ACA.
Merci Madia Bamba, merci Thierry Mensa, merci Karim Noulaté, merci professeur Dion, merci mesdames, messieurs, surtout à l'international, tous ceux qui nous ont suivis, merci pour vos contributions, pour vos messages et merci de suivre la RTI. La signature d'une charte pour réguler les réseaux sociaux et stopper les dérives est une étape cruciale vers un développement et surtout un environnement en ligne qui soit plus sain. Son succès dépendra de nous tous. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous engagés. Merci de prendre en considération de tout ce qui a été dit sur ce plateau ce soir. Nous sommes des citoyens responsables et nous avons besoin de votre soutien et de votre contribution. Mesdames, Messieurs, bonsoir, à très bientôt.